Aujourd'hui, on plonge dans un sujet un peu méconnu, entouré de jugements puis d'idées préconçues. On va parler des réalités derrière l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, puis bien d'autres troubles qui touchent des milliers de personnes, peu importe l'âge, le sexe ou le milieu. Les troubles alimentaires, c'est pas un caprice, c'est pas un manque de contrôle. C'est des véritables enjeux de santé mentale, souvent invisibles, mais qui sont bien réels. Dans l'épisode 5 de la saison 4, qui s'appelle « Au-delà du poids, le parcours de Pierre-Luc », Pierre-Luc nous a partagé son témoignage de transformation. Anciennement prisonnier des troubles alimentaires, pour lui, la course à pied, c'est devenu une partie de la solution. Pas comme juste une simple activité physique pour lui permettre de prendre sa vie en main, mais aussi comme un outil de reconstruction, un moyen de reprendre confiance en lui, puis de réapprivoiser son corps autrement que par la restriction puis la culpabilité. Même si la course à pied peut faire partie de la solution, ça peut devenir aussi un enjeu. La quête de performance, l'obsession du poids, de course idéale, le contrôle rigide de l'alimentation, c'est tous des éléments qui, sous le prétexte de la discipline puis de l'amélioration de la performance, peuvent masquer une relation troublée avec la nourriture puis avec son corps. Aujourd'hui, on brise les tabous, on se parle des vraies affaires, on tente de mieux comprendre ce que vivent les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, qu'ils soient coureurs ou non. Bonne écoute! Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Bill! Salut Coach Isa, comment tu vas? Ça va bien? T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. Hey, on était en Beauce, puis moi, mon Trois-Rivières natal, pas natal, mais tu sais, mon Trois-Rivières où j'habite, il est plat en tabarnouche. Alors qu'en Beauce, il y a de la côte. Il y a de la petite côte. À part suivre la rivière pour rester sur le planche, j'avais pas tant le choix de faire de la côte. Ce qui était cool, par exemple, c'est que je suis parti justement sur le bord de la rivière. Fait qu'au moins, j'ai monté au début, puis je me suis payé une traite en descendant après. Ça, c'est le fun. J'avais-tu compté ma côte, ouais, justement, ma course. Mon père m'avait envoyé dans une direction. J'ai dit, ouais, je veux courir après à peu près 5-6 kilomètres. Il dit, ouais, va par là, puis tu vas voir, ça va bien aller. Puis, fait que là, je pars, mais c'était un peu un faux plat, mais en réalité, c'était vraiment une côte. Je me suis revirée de bord, j'avais descendu sur un bon kilomètre. Fait qu'il fallait que je remonte encore mon kilomètre. Vive la Beauce! Fait que, juste pour donner une idée, là, j'ai regardé, mettons, une course récente, j'ai fait un petit 8 km pour 14 mètres de dénivelé positif à Trois-Rivières. Là, sur un 6 kilos, je n'avais 214. Ça se compare même pas, là. C'était, on monte, puis on redescend, on déboule la côte. Puis c'était quand même enneigé, par exemple. Hein? Ouais, oui, c'est vrai. Puis juste monter dans, tiens, on va un petit cue à Coach Frank, monter dans les patates pilées, puis j'ai même vu, hey, on était en région et j'ai vu de la tarte au sucre. Il y avait de la neige sale. C'est bon. Toi, tu courais cette semaine? Oui, j'ai recommencé à courir en intervalle encore, puis je me suis pris à penser pendant une course que j'étais super bien, j'avais du fun, puis je me suis dit, ouais, pourquoi pas lâcher prise, puis jusqu'à me dire, au pire, je courrais en intervalle pendant longtemps. Fait que des petits intervalles, mais tant que je peux aller jouer dehors, là, je pense que je vais être heureuse. C'est nice, ça. Je salue, et on a eu un commentaire cette semaine, je pense qu'il y a Kevin, pas mon Kevin, un autre Kevin, mais il est aussi important, c'est un auditeur. Kevin qui nous a commenté sur plusieurs des publications, je pense qu'il est comme en rétro, puis il nous rattrape, puis il nous disait « Merci d'être là parce que c'est beaucoup moins plate quand je suis dans le trafic. » Fait que d'après moi, il y avait beaucoup de routes à faire à Kevin cette semaine. C'est bon. Moi, je voulais lancer un petit clin d'œil à Coco qui a eu l'idée justement pour l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Mais je veux pas casser le punch tout de suite. Fait que merci Coco. Alors aujourd'hui, on reçoit Tania Lemoine qui est clinicienne spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires depuis plus de 25 ans.
Diplômée de l'Université de Columbia, elle est la fondatrice et directrice de la Clinique des troubles alimentaires BACA à Montréal, établie en 2001. Elle est également auteure du livre L'espoir à table, qui propose une approche multidisciplinaire pour les personnes qui souffrent des troubles alimentaires, mais aussi pour leurs proches. Aujourd'hui, elle a accepté de venir nous jaser puis nous guider dans le monde des troubles alimentaires. Bienvenue, Tania. Ah, ben merci. Merci, bienvenue à vous aussi. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Est-ce que tu as couru cette semaine? Non, moi, j'ai pas couru cette semaine, mais j'admire la joie que vous avez quand vous en parlez. Oh. Tellement. Vraiment, c'est ça que c'est censé faire, hein, c'est d'apporter de la joie, puis un purpose, une passion dans votre vie. Moi, je marche. J'ai jamais été très bonne en course. C'est tellement bon pour la santé, la marche. C'est Oui. sous-estimé, mais Ouais. c'était excellent, oui. Je l'ai beaucoup expérimenté dernièrement. Ouais. Ça fait autant de bien. Tania, avant de commencer l'épisode, j'ai l'impression qu'on va aller rejoindre certaines personnes qui écoutent le podcast. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir concernées. Peut-être qu'on va allumer des lumières qui avaient jamais déjà été explorées. J'aurais aimé ça. Si tu peux dire un petit mot à ces personnes-là, que ce soit des mises en garde de pas tout prendre pour du cash peut-être, ou des suggestions si quelqu'un se sent interpellé puis qui se sent pas bien après avoir écouté l'épisode. Tout à fait bien. Premièrement, c'est super important de considérer qu'on a notre propre parcours, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Peut-être qu'en nommant certaines choses, ça va être délicat, ça va peut-être vous allumer des lumières, peut-être que ça va vous faire peur, peut-être que s'il y a des proches en ligne qui vont avoir peur pour leurs proches, je veux mettre cette petite mise en garde-là qu'il faut comprendre la situation avant de savoir comment on doit agir, puis ça veut pas dire que si je soulève certains points, qu'il y a réellement un problème chez vous. Mais il y a des ressources qu'on va nommer là, plus tard, j'imagine, qu'on va pouvoir mettre en ligne à quelque part pour pouvoir vous aider si vous avez des questions plus précises par rapport à votre vécu. Oui, évidemment, on va les mettre en note d'épisode. Dans l'introduction, j'ai parlé de Pierre-Luc, dans sa façon de raconter son histoire, en fait, et il parle qu'il a essayé à plusieurs reprises de prendre sa santé en main, puis ça l'a pas fonctionné sur le long terme. Fait qu'il y avait une petite perte de poids, il reprenait, puis il recommençait le fameux yo-yo qu'on connaît. Il était comme pris au piège avec un rapport toxique à la nourriture. Est-ce que c'est les genres de personnes que tu rencontres souvent, là, qui rencontrent ce même problème-là? Mais moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires, qui passent par la course ou l'activité physique ou non. Si on parle plus d'hyperphagie, bien, j'entends beaucoup des histoires de personnes qui sont un peu à l'inverse de cette personne-là, c'est-à-dire des personnes qui quand ils étaient plus jeunes, étaient peut-être plus ronds, puis ils étaient moins rapides, moins vite. Justement, c'était les derniers qu'on choisissait dans les cours de gym. Ça me fait toujours de la peine quand je pense à ça. Ça, c'était mon histoire. Je te rejoins, même histoire. J'avais pas ça, on m'aimait plus ailleurs au moins, là, mais fait qu'il y a comme une espèce de honte souvent qui peut habiter les gens qui développent la problématique du trouble alimentaire, surtout quand ils sont jeunes puis qui ont vécu de l'intimidation. Et donc, le parcours est très individuel. Chez les gens qui souffrent peut-être d'hyperphagie, bien, le problème, c'est que il y a comme une notion, une idée qu'un régime alimentaire va régler leur vie, ce qui n'est pas vrai. La nourriture, l'entourage ou l'image, ça va pas réparer à l'intérieur de soi des blessures qu'on peut avoir. Mais on a beaucoup de personnes qui nous viennent à la clinique qui ont un élément déclencheur X. Ça peut être un gros trauma, ça peut être très sournois. Justement, quelqu'un qui commence à faire l'activité physique de façon plus importante ou font attention à leur alimentation, commencent un sport, déménagent. Et puis, à un moment donné, ils perdent le contrôle sur le symptôme qui peut très souvent être l'activité physique. Moi, ce que je veux quand même nommer et soulever, c'est que le problème, c'est pas l'activité physique. Le problème, c'est pas la course. Le problème, c'est la relation avec le corps et avec les aliments, avec le désir de perdre du poids. Ça, c'est jamais une bonne réponse. La course peut être une très bonne réponse. C'est juste une question de savoir comment la doser. Puis, est-ce qu'on est en train d'utiliser
pour justement comme c'était quoi le nom du jeune homme dont vous parlez? Pierre-Luc. Pierre-Luc. Alors pour lui, si par exemple, il se retrouve devant vous, il est épanoui, il a trouvé la course, c'est une relation avec lui-même dont il est fier, puis ça fait du bien, puis finalement, il sent que cette euphorie-là, et puis c'est gratuit à tous les niveaux, puis que c'est très positif, mais ça, c'est une super belle histoire. J'aimerais ça que toutes les histoires soient comme ça. C'est pas les gens qui viennent me voir moi. Les gens qui viennent me voir moi, habituellement, il y a quelque chose sur le chemin qui finit par être distorsionné. Et puis, il y a un surinvestissement par rapport à l'activité physique qui en découle. Et ce qui est difficile à dire, c'est que nous, les gens, par exemple, qui souffrent d'anorexie, de boulimie, même peut-être plus l'anorexie, la majorité d'entre eux, à un moment donné, ont utilisé l'activité physique. Et c'est intéressant parce que la course, c'est un des sports où on voit que les gens qui développent la problématique de l'anorexie sont plus attirés, en partie parce que c'est quelque chose qui impose une certaine discipline. C'est quelque chose qui peut se faire seul, qui peut se faire avec d'autres. C'est quelque chose qui aussi est mesurable. Combien de mètres, de kilomètres, dans quelle période de temps. Et donc, à un moment donné, quand on ne va pas bien, fait que moi, je crois beaucoup qu'il doit y avoir beaucoup de coureurs qui vont très bien, mais ceux qui vont moins bien, à un moment donné, si, par exemple, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas de contrôle sur leur vie à d'autres niveaux, bien, sais-tu, je vais commencer à courir, je me sens bien, ça va bien, mais je performe bien, je suis capable de contrôler le nombre de fois que je vais le faire, je peux me pousser davantage, je manipule ce que je mange. On me demande souvent, mais comment est-ce qu'on mange tellement, Tania? C'est tellement sur un continuum, puis il y a tellement de choses qu'on entend en ce moment. Mange du gluten, mange pas de gluten, change des produits laitiers, la viande, pas de viande, végane, végétalien, le jeûne intermittent. Alors quand, par exemple, on va moins bien, puis on commence à s'approprier des façons de manger qui sont peut-être pas adaptées à nos besoins, bien c'est là qu'on peut développer la problématique du trouble alimentaire. Tantôt, qu'est-ce que j'ai parlé pour Pierre-Luc, en fait, lui, ce qu'il nommait, c'est que c'est ça, il a fait plusieurs tentatives de perte de poids, mais il a vraiment eu besoin d'aller consulter, puis c'est ça qu'il invitait à faire pendant son partage, c'est aller régler le problème à la source, le problème au niveau de la santé mentale, au niveau psychologique. C'est quoi les enjeux qui font en sorte que tu souhaites te prendre en main, puis tu n'arrives pas à le faire. Tout ce que tu fais finit par te ramener à un auto-sabotage ou peu importe, là, des mauvaises habitudes de vie. Puis c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Puis c'était là l'idée de dire, OK, souvent, les personnes, mettons, en surpoids vont dire, bon, mais là, il faut que je me prenne en main, il faut que j'aille courir. Non, mais il y a quelque chose en arrière de tout ça, là. Oui, vraiment. Important. Vraiment. Je pense que c'est beaucoup en lien avec le respect des limites de chacun. Alors, je pense que les gens qui développent une problématique de trouble alimentaire ne reconnaissent pas leurs limites. Et ça, il y a des problèmes vraiment à la souche. Tu parles d'enjeux psychologiques, d'aller consulter. C'est là qu'il faut comprendre pourquoi, pour moi, je suis pas capable de reconnaître ce qui est bien pour moi. Qu'est-ce qui fait en sorte que je dépasse mes limites? Parce que c'est ça le problème qu'on va voir chez nous. C'est que quand il y a quelque chose plus profondément qui va pas, puis là, on sait, par exemple, pour Pierre-Luc, c'est pas facile aujourd'hui d'être dans un corps plus rond. Je le comprends très bien personnellement. Moi, c'est un parcours de vie que je comprends très bien maintenant et qui est désensibilisé, si on veut, parce que quand on fait sa carrière et sa vie là-dedans, puis qu'on comprend, ben, voici la taille que j'ai, voici ce qui est sain pour moi, en autant que je sache reconnaître mes limites, que j'ai une relation saine avec mon corps, que je puisse bouger, bien, voilà, ça c'est le rétablissement. Mais la majorité des gens qui ont de la difficulté sur le plan du trouble alimentaire sont pas capables justement d'identifier initialement c'est quoi les enjeux qui sont profonds, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils développent une espèce de relation obsessionnelle ou obsessive avec soit la restriction, l'activité physique, la compulsion, les purges, les mécanismes d'auto-apaisement qui sont malsains en fait.
ce travail-là psychologique est très important. Si on n'arrive pas à comprendre la souche, ben, on va se lancer vers des régimes ou l'activité physique ou l'inverse ou toutes sortes de choses qui sont pas saines pour nous. Ben, mon commentaire va avoir l'air fort simpliste, mais ça m'a vraiment capté ce que tu as dit. Dans le fond, la guérison, la finalité, ce sera pas du tout d'atteindre un poids santé, mais ça va être de comprendre ses limites, comprendre comment les respecter. Oui, absolument. Puis pour moi, c'est facile à dire acceptons votre corps tel qu'il est. Je crois que l'être humain est un être qui se compare et je pense qu'on ne peut pas toujours être satisfait de notre enveloppe. Et ça, c'est normal. Mais l'idée, au bout du compte, c'est de comprendre comment manger, comment il faut manger pour soi, comment il faut bouger pour soi. Et une fois qu'on a réparé, si on veut, ce qui est à la souche, on a besoin de temps de contrôle, pourquoi on lâche prise, pourquoi on abandonne, puis qu'on en arrive à un certain poids, bien, il faut accepter. Des fois, il faut même faire un processus de deuil du corps qu'on n'aura pas, que ça soit par rapport à sa taille ou par rapport à la performance. On a beaucoup d'athlètes à la clinique, beaucoup d'athlètes qui sont les meilleurs quand ils sont tout jeunes, puis à un moment donné, tu passes le primaire, tu passes le secondaire, tu fais des sports-études, tu es dans des sports de plus en plus élites, puis à un moment donné, je veux dire ça, il n'y en a pas beaucoup de gens qui font leur vie de l'activité physique, de la course, de la gymnastique, de n'importe quel sport. Alors, il y a comme un processus de deuil qui doit être entamé par rapport à son identité à un moment donné, quand tu décides de passer d'une ligue professionnelle à une ligue qui l'est moins. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. On a souvent entendu que la spécialisation active dans le sport était pas souhaitable. Il y a très peu de sports que c'est bénéfique. Il y en a quelques-uns où, je veux dire, c'est en guillemets nécessaire pour être performant, mais ils sont très, très limités. Ce qu'on entend beaucoup, c'est vraiment que les enfants se diversifient, essaient beaucoup de choses, puis souvent, ceux qui sont très, très spécialisés vont perdre l'intérêt. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'en plus de ça, en plus d'avoir le deuil du sport, puis d'après ça, se retrouver dans le néant, c'est des gens qui se retrouvent à ta clinique parce qu'ils développent des troubles alimentaires suite à ça? Oui, oui. Soit ils ont des troubles alimentaires depuis une période de temps. C'est difficile à dire pourquoi quelqu'un développe un trouble qui est plus sévère qu'un autre, pourquoi certaines personnes sont comme capables de fonctionner quand même. Il y a beaucoup de gens, finalement, qui viennent nous voir, je dirais, des athlètes, il y a deux portes d'entrée. La première, c'est que le trouble alimentaire va nuire énormément à la performance sportive. Donc, ils viennent consulter l'équipe multidisciplinaire pour les aider à reprendre du mieux pour pouvoir continuer dans leur sport. Ou on en a beaucoup qui ont comme tenu le coup pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils décident, soit qu'ils décident activement ou passivement d'arrêter ce sport-là dans cette discipline-là aussi élite. Et là, ils sont remplis, d'un néant. Ils savent pas quoi faire de leur vie. C'était leur identité. Et là, ils sont dans le trouble alimentaire. Parce que le trouble alimentaire, une des fonctions du trouble alimentaire ou d'un trouble avec trop d'activité physique ou on s'entraîne trop, par exemple, c'est que ça nous aide à nous dissocier de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça nous distrait. Ça fait en sorte que la peur dans le fond, d'avoir échoué sa vie ou de ne pas réussir sa vie ou de ne jamais être aimé ou de pas trouver sa voie une fois qu'on laisse, disons, le sport de côté, ça, c'est dur à vivre. Ça inquiète, ça fait de la peine, ça nous rend anxieux. Quand on finit par s'investir dans un trouble alimentaire, ben, tu comptes des calories, tu comptes des kilomètres, t'es dans ta tête, t'as comme des traits obsessifs, compulsifs souvent, des rituels, puis ça te rassure, puis ça t'éloigne de ce qui te fait le plus peur. Alors, c'est pour ça qu'ils développent la problématique du trouble alimentaire. Puis ensuite, le dernier pas, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une neurobiologie. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus disposés à développer la problématique du trouble alimentaire que d'autres. Alors, si tu as la neurobiologie et puis tu as quelque chose qui se passe dans sa vie, un élément déclencheur, c'est là habituellement qu'on voit l'opportunité de développer le trouble alimentaire. C'est fou, hein, parce que
pour avoir déjà été dans cette situation-là aussi, quand ça commence, on n'est aucunement conscient de tout ce que tu viens d'expliquer, là. La première fois, c'est de dire « Ah, je vais sauter un repas. » Ouais, tout dépendant de la problématique, là. Mettons « Ah, je vais sauter un repas. » Là, après ça, quelques semaines plus tard, quelqu'un dit « Ah, t'as maigri. » Puis là, tu te sens bien. Puis là, tu fais « Ah, je vais continuer ça. » Puis là, à un moment donné, t'as un échec. T'as pas réussi à sauter un repas, puis t'es arrivé à quelque part, puis il y avait du monde qui avait de la bouffe, puis là, tu tombes dedans, puis tu fais « Oh my God, là, j'ai tout scrappé ce que je bâtis depuis plusieurs semaines. » Mais tout ça, tout ce que tu as expliqué est inconscient. T'es juste dans le mode, justement, tu comptes tes calories, tu te mets des règles à suivre, puis tu deviens, à un moment donné, t'es rendu tellement en creux, tu t'es pas rendu compte que « OK, j'ai perdu le contrôle de ma vie. » là. Mais ça, on parle absolument, on parle des étapes de changement. Initialement, quand on développe la problématique du trouble alimentaire, on est dans le déni, dans l'étape de la précontemplation. Ce qui arrive, c'est que dans le fond, on se perd dans ce trouble. C'est pas un trouble pour nous. C'est pas un trouble alimentaire. C'est euphorisant. Les gens nous renforcent. Il y a beaucoup de renforcement positif. Ah, t'as l'air bien, t'es discipliné. Aujourd'hui, on parle tellement de manger clean, puis de manger d'une manière tellement saine. Quelqu'un qui adhère à ce style d'alimentation-là, on va les idéaliser. Fait que c'est pas un trouble. Jusqu'à ce que tu réalises, comme tu l'as dit, pour toi, c'est un échec de manger quand t'as faim. Tu prends un recul, tu te dis, mais voyons donc, on devrait manger. Mais non, c'est rendu un échec de ne pas avoir été capable de faire ce que d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Puis là, tu commences à te sentir coupable, puis tu donnes trop d'importance à cette restriction-là. Puis là, ce qui arrive, c'est quand tu commences à bouger, c'est là que je vais faire attention parce que je ne vais pas donner de trucs à personne. Mais plus tu te restreins, plus tu bouges, plus tu vois des résultats rapidement, plus c'est dangereux rapidement. Et c'est difficile parce qu'au début, ton entourage, quand ils vont, initialement, ils ne voient pas qu'il y a un problème, et quand ils commencent à voir qu'il y a un problème, toi, tu ne veux pas l'entendre. Tu n'es pas capable de l'entendre. Parce que tu es mieux dans cette espèce de cocon de restriction alimentaire. Maintenant, pour l'ancienne personne, le Pierre-Luc, c'est très différent quand on parle d'hyperphagie, parce que l'hyperphagie, c'est la perte de contrôle. Puis ça, c'est l'inverse. On se sent tellement moins bien. On sent qu'on échoue. On sent on est lâche. La société nous le fait comprendre très rapidement. Et puis, souvent, les gens, c'est à l'inverse. Ils veulent pas bouger parce que, dans le fond, ils se sentent pas bien dans leur corps. Pas juste par rapport à leur image, mais par rapport à leur santé physique, par rapport à leur capacité, justement, alors d'être capable de s'investir dans quelque chose à moyen et long terme, comme la marche ou la course, c'est complètement différent. Là, on est en train de parler d'un investissement en soi vers le mieux-être. Fait que la course, c'est pas juste lié au trouble alimentaire. Tu as nommé quelques conditions, mais moi, je les connais pas bien. Peux-tu nous parler, grossièrement, qu'est-ce qui est quoi, puis comment on peut distinguer? Bien, les troubles alimentaires, habituellement, il y a comme des sous-groupes. Celui qui est probablement le plus connu, c'est l'anorexie. C'est quand quelqu'un mange en dessous de ce qu'ils ont besoin pour que leur corps soit en santé optimale. Habituellement, il y a un élément déclencheur, les gens vont commencer à manger de moins en moins, ils vont peut-être justement faire de l'activité physique, mais pas nécessairement un sport. Des fois, c'est des redressements assis dans leur chambre, tout seul, ils se cachent. Ils perdent du poids assez rapidement, ils reconnaissent pas leur maigreur, ils se voient dans le miroir différemment qu'ils ne le sont réellement. Il y a une peur de prendre du poids important. Ça, c'est typiquement l'anorexie. Des fois, il y a des purges. Les gens vont utiliser des laxatifs ou des vomissements ou d'autres méthodes pour purger certains aliments qu'ils vont manger, mais il n'y a pas de perte de contrôle d'aliments habituellement dans les débuts d'une anorexie. La boulimie, c'est vraiment un comportement où les gens, et souvent les gens vont passer de l'anorexie à la boulimie, pas toujours, mais c'est quand on mange une grande quantité d'aliments dans une brève période de temps.
Et ensuite, on va éliminer les aliments, soit par des purges, des laxatifs, ou en restant à jeun pendant une période de temps par la suite, ou en faisant de l'activité physique pour compenser les calories ou l'énergie qui ont été ingérées hors de contrôle. Il y a l'hyperphagie, qui est une problématique où les gens vont souvent, ça part aussi, il faut comprendre, les gens pensent souvent que ce sont les personnes qui mangent continuellement, ça peut être de la compulsion alimentaire et qui sont pas restrictifs. Moi, dans mon expérience, la majorité des gens qui ont des troubles d'hyperphagie incontrôlés ou le trouble d'hyperphagie boulimique, des compulsions alimentaires sont les plus restrictifs. Ils ont fait tellement de régimes dans leur vie. Ils se disent toujours à travers la journée, non, moi, j'ai pas le droit de manger ça. Je peux pas manger ça. Puis à un moment donné, tu flanches, tu perds le contrôle et tu vas manger une grande quantité d'aliments. Habituellement, tu te caches, tu as honte, tu prends du poids quand tu es dans des phases où les hyperphagies sont plus présentes. On parle de plus en plus de troubles ARFID. Ça, c'est vraiment un trouble. En anglais, on dit des picky eaters, des gens qui ont un dégoût de manger certains types d'aliments. Alors, ils sont très sélectifs et restrictifs dans leur rapport alimentaire. C'est plutôt chez les jeunes, mais on en voit de plus en plus. Le trouble d'orthorexie qu'on voit souvent chez les athlètes. Orthorexie, c'est l'obsession de manger sainement. Alors, tu n'es pas nécessairement en sous-poids important, mais tu as des règles alimentaires qui sont très, 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 très strictes. Puis ça t'empêche d'être en relation avec les autres d'une manière qui est saine. Alors, tu es obsédé par la notion de manger sainement jusqu'à un tel point que souvent, ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes débutent ou passent par l'orthorexie pour tomber vers l'anorexie. Il y a des athlètes que c'est vraiment un trouble d'activité physique compulsif qui est à l'avant-plan. Très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on voit l'anorexie avec une composante d'activité physique, mais il y en a pour qui on voit, oh là là, OK, on peut les aider à manger davantage, mais on a encore plus de difficultés à couper le sport pour ces gens-là parce qu'ils en retirent encore plus que de la restriction alimentaire. Et oui, c'est ça, c'est les grandes, les troubles dont on va parler le plus. Tout ce que tu as décrit ici, il y a un point commun. Puis si tu me permets, je lirai un extrait de ton extrait qui est publié là, en ligne. Les histoires que j'entends depuis des décennies ressemblent souvent à celle-ci. Je me réveille, je suis immédiatement envahie par la présence du trouble alimentaire. Son narratif, ses règles, la peur que je ressens sont imprégnés dans mes pores. Je ne suis pas libre, je suis prise en otage. Puis là, ça continue, là, mais c'est un peu le point, je pense, c'est ta vie devient contrôlée complètement par la nourriture. Tu te réveilles, tu penses à OK, je peux-tu manger? Oh non, je peux pas manger. Comment je vais organiser ma journée autour de mes repas pour que, les gens s'en rendent pas compte, 2, je vais avoir sous la main ce que j'ai besoin d'avoir. Ça devient, c'est ça, une obsession, puis tu en perds complètement ta liberté. Ah oui, ça prend toute la place. Moi, souvent, je vais prendre l'analogie ou emprunter l'analogie, du dictateur qui est dans ta tête. Éventuellement, t'as pas, les gens ne deviennent pas schizophrènes, là, n'ayez pas peur, mais souvent, je parle de la voie saine du rétablissement, puis la voie du trouble alimentaire. Et la voie du trouble alimentaire prend tellement de place avec ses règles. Et tu le décris très bien, c'est vraiment du matin au soir, tu te lèves le matin, puis tu es obsédé, tu es toujours en train de considérer est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce que je peux faire. C'est une extension d'un trouble anxieux souvent. Ça prend des proportions qui finalement sont tellement démesurées. Ce qui est traître, par contre, c'est que moi je fais entre 1 et 3 premières rencontres par semaine, à toutes les semaines. Ça veut dire des premières rencontres avec des nouveaux patients, puis après ça, on détermine c'est quoi le meilleur plan de traitement, puis qui va les suivre, etc. Il y a personne qui rentre dans mon bureau, que ce soit les parents qui les amènent ou que ce soit eux qui viennent de leur propre volonté, qui réalisent à quel point le trouble alimentaire est envahissant et à quel point le trouble est sévère. Ils ont quand même une lunette où ils aimeraient garder une partie du trouble, puis qu'on extrait ce qui les fait souffrir
pour qu'ils puissent continuer à contrôler leur vie. Ou quand on parle d'hyperphagie, les gens qui souffrent d'hyperphagie passent pas tous par moi. Il y a différentes portes d'entrée, mais le discours, c'est souvent je suis prête à comprendre, je suis prête à travailler l'alimentation, mais il faut quand même que j'arrive à perdre du poids parce que je suis incapable de me tolérer dans ce corps-ci. Mm-hmm. Puis ça aussi, c'est la moitié de la réponse, parce que le but, le traitement, c'est en parallèle, tu travailles le symptôme, puis si tu fais des hyperphagies, bien, tu vas arriver à travailler la relation avec la nourriture et éventuellement, tu n'en feras plus d'hyperphagie et ton corps, à ce moment-là, va s'alimenter tel qu'il doit et puis il ne prendra plus de poids. Oui, mais l'autre versant, c'est que très souvent, le poids naturel de quelqu'un qui a un trouble de compulsion alimentaire depuis longtemps est plus élevé que les gens souhaiteraient qu'il le soit. Alors, le travail est dans l'acceptation du corps tel qu'il est au moment présent pour les gens qui sont compulsifs ou qui sont hyperphagiques. À l'inverse, quelqu'un qui arrive dans mon bureau puis qui sont en sous-poids, on ne peut pas accepter du tout ce sous-poids-là. Même s'il y en a, j'ai des petites ados cute là, qui supplient presque « Tania, je suis prête à arrêter de perdre du poids, mais je peux pas reprendre du poids. » Quand ils ont perdu leur menstruation, il y a beaucoup d'athlètes qui perdent leur menstruation plus rapidement. Ils ont perdu leur menstruation s'ils prennent pas d'anovulant aussi, là, parce que quand tu prends un anovulant puis tu as des menstruations, c'est artificiel. Donc OK, je comprends. C'est cette notion-là que c'est un des critères, ou c'était un des critères auparavant pour savoir si on souffrait d'anorexie. Mais si on prend des hormones différemment, bien, on peut pas le considérer. Alors, les gens qui sont en sous-poids, bien, les battements de cœur sont plus bas, la tension artérielle est trop basse, il y a trop grand écart entre la pression quand on est au repos ou quand on se lève. Les gens ont froid, les gens, des fois, développent ou ont des petites poussées de poils lanico sur le corps. S'il y a des vomissements, il y a une baisse de potassium. Souvent, il y a des crampes aux jambes, pas liées à l'activité physique. Fait qu'on n'est pas bien, on peut pas être bien rétabli si on est en train de développer l'ostéoporose et puis que notre cœur bat trop lentement, puis c'est pas un cœur d'athlète. Moi, il faut faire bien attention. Toutes les personnes qui écoutent en ce moment, qui sont des athlètes réellement, si vous mangez pas assez, s'il y a cette obsession-là, puis que vous voyez que votre corps est en sous-poids, si on vous dit ça, puis là, après ça, vous voyez un médecin puis vous dit, bien, vous êtes une athlète ou un athlète, vous n'êtes pas en danger, faites attention. C'est pas nécessairement la vérité. C'est vrai que les athlètes ont de meilleurs battements de cœur. Souvent, quand on est en forme, c'est positif. Mais un cœur anorexique, c'est un cœur anorexique, même si c'est un athlète ou une athlète. C'est quand même particulier ce que tu nommes, c'est que même un médecin qui est quand même dans le giron de la santé connaît ça, peut s'y méprendre, puis j'ai même donné un mauvais conseil ou encourager même le comportement. Ben, t'es un athlète, ok, parfait, j'ai réussi, j'ai atteint quelque chose. C'est ça. Mais c'est qu'il y a tellement, en Amérique du Nord du moins, les médecins ont tellement peur de l'obésité sans comprendre que c'est pas nécessairement le poids et l'IMC, c'est justement ce qu'on mange, la façon qu'on bouge qui peut déterminer la santé. Il y a des gens qui sont plus ronds, qui sont plus en santé que des gens qui sont plus minces, qui sont moins en santé, dépendamment de comment ils mangent, puis c'est quoi les autres comportements qu'ils ont, l'hygiène de vie par exemple. Alors les médecins sont souvent conditionnés à voir ça et à voir donc l'inverse comme étant une très bonne discipline. Quelqu'un qui fait justement très attention à ce qu'il mange, qui bouge beaucoup. Ils sont encouragés là-dedans. Et puis, surtout que le patient, les médecins de famille, la majorité du temps, quand on les consulte pour un trouble alimentaire, c'est parce qu'un parent va amener l'enfant vers le médecin. Les médecins de famille qui voient des jeunes adultes, des adultes, la majorité du temps, les patients ne consultent pas pour un trouble alimentaire. On les consulte pour quelque chose d'autre. J'ai un trouble d'insomnie. Les gens qui mangent pas assez finissent par avoir énormément de difficultés à dormir. Alors souvent, ils vont consulter. J'ai de la difficulté avec j'ai de l'insomnie, j'ai des difficultés digestives. Il y a des choses qui sont comme des symptômes secondaires qui
vont attirer leur attention et là, ils vont parler au médecin, puis le médecin, donc, n'a pas la lunette de « je dois observer pour aller voir qu'est-ce qui se passe sur le plan du trouble alimentaire ». Et souvent, c'est biaisé. Alors, c'est pour ça que c'est important vraiment de s'assurer le plus possible s'il y a un questionnement de nommer « Ah, mais j'ai perdu du poids récemment » ou « Il y a des comportements qui ont changé. Est-ce que ça pourrait peut-être être dû à un trouble alimentaire? » Je dis ça à voix haute, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent même pas. C'est comme entrer dans leur intimité quand ils parlent de leur trouble alimentaire. T'sais, si tu le dis à voix haute, on va essayer de te faire changer d'avis. Puis souvent, t'as pas le goût de changer. T'es comme accro à des comportements qui sont malsains, jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Puis ouais. Ce que tu dis, un adulte qui s'en va voir le médecin va pas nécessairement avoir la piste du trouble alimentaire, mais quelqu'un qui voudrait vraiment, c'est quelle question que la personne doit se poser pour dire, mettons, je vais me poser la question, est-ce que j'ai un trouble alimentaire? C'est quoi les questions que je dois me poser pour en arriver à, OK, peut-être faire un constat? Hein? Oui, bien, je pense que si on se pose la question si on a un trouble alimentaire, probablement qu'il y a un trouble alimentaire, mais il y a un continuum. OK. Continuum, ça peut être un trouble léger ou en développement initial versus peut-être un trouble peut-être plus sévère. Je pense qu'il faut se poser la question à quel point la restriction alimentaire ou l'alimentation prend de la place dans notre tête, dans notre vie, avant de manger, pendant qu'on mange, après d'avoir mangé. Si on considère peut-être qu'on mange pas assez ou qu'on a des rages de nourriture, si on essaie de changer puis on n'arrive pas à le faire parce que c'est trop dérangeant, ça c'est un signal que ça va pas. Je pense qu'il faut se poser des questions, à moins qu'il y ait une autre condition médicale qu'on sait au préalable. C'est pas normal pour des jeunes et des jeunes adultes, des adultes, de se lever puis d'être étourdi. C'est pas normal d'avoir ces crampes-là dans les jambes. C'est pas normal d'avoir froid tout le temps. C'est pas normal de ne pas s'alimenter s'il n'y a pas les aliments qu'on accepte devant nous quand on a faim. Puis, pour l'activité physique, une question qu'on demande toujours, c'est combien de pourcentage de temps tu t'entraînes pour le plaisir? Combien de pourcentage de temps tu t'entraînes par devoir? Devoir soit par rapport à si tu es dans une équipe ou si c'est par rapport au trouble alimentaire. Donc ça, c'est une chose qu'on peut poser. Puis aussi, une différence aussi, est-ce que tu fais de l'activité physique quand tu es blessé? Tu sais, nous, on en a beaucoup qui viennent, puis ils ont des fractures de stress parce qu'ils marchent trop. Puis pour aller mieux, il faut arrêter de marcher. Et c'est quand tu n'es pas capable d'arrêter du tout. Tu sais, tu disais tout à l'heure, Isa, je comprends pas nécessairement parce que j'ai pas suivi les derniers épisodes, mais tu dis que tu t'entraînes en intervalle. Oui. Est-ce que c'est parce que tu es en train de te remettre d'une blessure? Oui, exact. Oui. D'une chirurgie, d'une opération, ouais. Voilà. Alors, puis tu disais, je vais m'entraîner en intervalle pour le temps que ça va prendre. Oui. Ça, c'est très sain. Ça, c'est la bonne réponse. Ça veut pas dire que c'est pas frustrant. Oh, ouais. Oui, effectivement. Puis ça veut pas dire que tu vas pas t'essayer un petit peu à un moment donné. Je sais pas. C'est ça. C'est la nature humaine. Mais si tu prenais pas en considération l'impact à long terme de ta blessure, puis si tu suis pas les recommandations, parce que tu n'es pas capable de gérer le narratif qui se passe dans ta tête si tu fais pas d'activité physique, ça pour moi, c'est un red flag. OK. Mais au début, on se disait, on voulait partir, dans notre esprit, les gens partaient avec un trouble alimentaire ou un comportement qui était pas sain pour eux, puis que ça les menait vers le sport. Mais à t'écouter, il y a un lien beaucoup plus fort que ça entre les troubles alimentaires et le sport ou bouger ou toute activité physique. Là. Oui, vraiment. Pour moi, c'est main dans la main. Autant pour les gens qui... on va prendre les personnes qui sont plus compulsives ou qui sont plus dans des corps ronds. Souvent, ils ont une aversion
à l'activité physique, c'est un problème. Parce qu'ils ont été intimidés, parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils suent plus devant les autres, il y a une honte, qu'ils soient pas capables de marcher aussi rapidement, de bouger autant, de courir. Fait qu'il faut vraiment travailler à réparer la relation avec l'activité physique parce que c'est important de bouger dans la vie. C'est très sain quand on bouge d'une manière saine. Mais pour les gens qui ont un trouble alimentaire, surtout d'anorexie, la boulimie, c'est un peu entre les deux. Mais nos athlètes nous viennent habituellement, soit qui souffrent d'anorexie, puis c'est la course ou l'athlétisme ou la gymnastique. On a plein de patineurs artistiques, on a des nageurs synchronisés, puis on a beaucoup de boulimiques qui sont des lutteurs ou des gens où il faut qu'on prenne un poids. Il y a des catégories de poids. Fait que ce que tu veux, c'est de contrôler ton corps le plus possible pour être dans la catégorie de poids où tu es la plus inférieure possible parce que comme ça, tu vas te combattre contre des gens qui sont plus petits. Fait qu'il y a une restriction alimentaire. Puis là, quand la pesée est enregistrée pour te classer, tu perds le contrôle. On a beaucoup d'artistes des Cirques du Soleil, par exemple, ou ces shows-là qui s'entraînent énormément, qui sont des athlètes extraordinaires dès la naissance. C'est des petits poux qui s'entraînent depuis qu'ils sont jeunes et ils comptent sur cet entraînement-là et c'est tellement, ça fait tellement partie de leur identité qu'à un moment donné, ils comprennent pas que, ils ont tellement été entraînés à dépasser leurs limites. Quand ça fait mal, ça fait plus mal. Puis là, ils tombent dans le trouble alimentaire quand il se passe quelque chose dans ta vie. Que ça soit quelque chose, un déménagement, une rupture de couple, un échec perçu. T'as pas le show que tu voulais avoir, t'es pas le personnage principal, tu dois déménager dans une autre ville plus loin de tes parents. Puis là, le trouble alimentaire prend de plus en plus de place. Puis j'essaie de comprendre, ça fait quelques fois, tu nommes des exemples comme ça, il arrive un événement de vie, puis ça découle sur un trouble alimentaire, mais dans ce cas-là, ce que les gens vont chercher, c'est un réconfort dans la nourriture ou pas nécessairement? Bien, premièrement, pour développer un trouble alimentaire, habituellement, il y a 4 causes et un élément déclencheur. Il y a le facteur plus physique, neurobiologique, quand tu as de l'hérédité ou une neurobiologie qui fait en sorte que tu as plus de prédisposition à développer la problématique. Ça, c'est un facteur qui contribue au développement du trouble. Ensuite, il y a la psychologie, les facteurs psychologiques. On a beaucoup de perfectionnistes, on a beaucoup d'anxieux, d'hypersensibles. Il y a plein de qualités, là, des gens qui sont très performants, qui ont de la difficulté avec l'autorité, qui veulent pas déplaire. Donc ça, ce sous-groupe-là, il y a d'autres critères qui sont souvent anxieux quand ils étaient plus jeunes, qui prédatent le trouble alimentaire. Ça, c'est ce qu'on voit souvent par rapport au profil psychologique. Ensuite, il y a les causes qui sont liées à la famille. Alors, si tu viens d'une famille où la performance est vraiment poussée, où les régimes font partie de la culture familiale de manière importante, ou si on voit que on a plus de difficultés dans la famille à réguler ses émotions, à communiquer la colère. Il y a un terrain fertile. Il faut faire attention parce que nous, on travaille très fort à Baca, à ma clinique, pour encourager les parents en disant que les parents et les proches font partie de la solution. Puis c'est normal, on est humain comme parents, mais quand même, il y a des facteurs familiaux. Il y a des facteurs qui sont sociaux. Alors, on vit dans une société où la maigreur... La minceur et la maigreur égale le bonheur très souvent, où la performance est vraiment encouragée au-delà des limites. Donc, on n'enseigne pas à nos jeunes de respecter leurs limites. On leur enseigne de dépasser leurs limites pour performer, pour réussir dans la vie. Ça, c'est problématique. Fait que si tu as quelques composantes qui font partie des différentes causes que je viens de nommer et qu'ensuite il y a un élément déclencheur, ce qui arrive, c'est que souvent, quand tu as l'élément déclencheur, tu t'as fait ta vie à Montréal, puis t'es quelqu'un, quand tu étais toute jeune, tu étais anxieux par rapport à la séparation avec tes parents, où les changements sont difficiles pour toi. Puis là, on te dit, « Hey, papa a une super bonne job à Toronto, on s'en va à Toronto. » Alors, pour toi, tu sais pas comment gérer cette anxiété-là, ça te fait super peur,
t'as peur que tu vas non seulement pas te faire d'autres amis, mais tu sais pas comment exister dans un autre environnement. Fait que t'es pas capable de te rassurer côté cognitif dans tes pensées, dans ton anxiété. Fait que là, si tu commences à manger moins, disons, ou à faire plus attention, à commencer à faire de l'activité physique, ben ton attention, elle va vers cette restriction-là ou vers le trouble alimentaire en devenir. Ça te fait moins mal, tu penses moins à ce qui est en train de se passer. Tu as une rupture de couple, tu as de la peine. Là, je parle pas de perdre du poids. Tu sais, quand j'anime des formations, je demande aux gens dans la pièce combien de personnes ici ont vécu une peine d'amour. Là, tout le monde, sauf une personne, vont lever la main. Là, je vais dire combien de personnes ont mangé plus à travers cette période-là. La moitié de la pièce va dire oui. Combien de personnes ont mangé moins? La moitié de la pièce va dire oui. Fait que c'est pas une question que tu vis quelque chose de grave, puis ça change ton alimentation tout de suite. Ça peut être un symptôme de dépression, ça peut être quelque chose qui est normal dans la vie. Mais à un moment donné, c'est plus normal. À un moment donné, tu réalises que la personne est sous l'emprise du trouble alimentaire, qu'elle ne pense qu'à ça. Et il y a beaucoup d'avantages au trouble alimentaire pour ces personnes-là. C'est ça le problème. C'est que si c'était que des inconvénients, puis que là, ils sentaient les battements de cœur, puis ils s'évanouissaient, puis ils réalisaient qu'ils perdaient leur... Ça donne moins le goût. Mais c'est ça donne moins de goût. Mais si dans le fond, tu penses que tu le contrôles, puis c'est pas si pire, puis au début, on fait juste te donner des accolades, puis tu te sens mieux, puis tu es plus déconnecté de tes émotions, ça fait que ça te fait moins de peine que ton chum t'a laissé. Ça te fait de peine. T'es à Toronto, wouhou, je me sens bien par rapport à moi, ce sentiment d'euphorie-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu frappes un mur, parce que c'est ce qui arrive à un moment donné, le corps, même si tu reconnais pas tes limites, ton corps va te parler ou ton entourage va finir par te parler. Puis, une chose importante avec le trouble alimentaire, c'est que ça facilite la déconnexion des autres. Quand tu es connecté à ton trouble alimentaire, c'est comme si tu étais en relation avec ton trouble alimentaire. Les gens vont dire, c'est prévisible, c'est réconfortant, je le connais, je le contrôle. J'ai pas de place pour un chum dans ma vie, j'ai pas de place pour une blonde dans ma vie, je souffre pas de pas avoir d'amis, j'aurais pas le temps anyways. Aujourd'hui, j'avais une rencontre avec une jeune femme qui va mieux, mais qui n'est pas établie encore. Puis c'est ça qui se passe, c'est qu'elle est en train de réaliser que elle est seule depuis si longtemps. Elle, c'est quelqu'un qui court, justement. En fait, c'est vrai. Elle court, elle fait toutes sortes de cours d'activité physique. Elle travaille fort, elle étudie en même temps. Elle a pas de temps pour connecter avec les autres. Elle a ce qu'elle souhaite, ou elle avait ce qu'elle souhaitait avoir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle réalise, j'ai fin vingtaine. Puis, dans le fond, je réalise que j'ai pas de meilleure amie. J'ai pas de temps pour développer des relations plus profondes. Je pensais pas que c'était important jusqu'à ce que ça le soit. Puis là, je réalise que le trouble alimentaire prend toute la place. Alors ça lui permet de s'investir dans son processus de rétablissement parce que elle souffre de ça. Mais tant qu'on souffre pas, on change pas. Comment on peut accompagner quelqu'un qu'on connaît qui vit un trouble alimentaire, que cette personne-là en soit consciente ou pas, puis de pas au minimum, ne pas lui nuire là-dedans? Mais, pas trop pour plugger mon livre, mais j'ai écrit une conversation dans mon livre parce que moi, je recommande souvent aux proches de se pratiquer. C'est pas une conversation qui est facile. C'est le jeu de nommer vraiment que les observations, qu'on les aime, mais qu'on observe telle chose, d'être précis, doucement. Faut identifier le bon temps, un bon timing. Mais l'idée, c'est qu'il faut considérer la personne qui en souffre potentiellement, puis se dire, OK, je la connais de telle manière. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont peut-être pas saines dans sa manière de manger, de se restreindre, de bouger. Elle m'inquiète, elle s'isole, ça peut être plus des symptômes dépressifs, ça peut être des symptômes où on la voit avoir plus de moments de panique avant une performance, avant une course, avant un test à l'école. On voit qu'il y a un changement, puis on est préoccupé. Alors, je pense que l'idée, c'est de se dire, qui est cette personne-là? C'est quoi mon rôle dans sa vie? Est-ce que je suis la bonne personne pour lui en parler? Et si c'est pas le cas, qui serait la bonne personne? Et en parler à cette personne-là. Et si
c'est le cas, ben c'est d'identifier un bon moment où il serait peut-être plus réceptif. Des fois, c'est dans la voiture. C'est habituellement pas à l'entour ou à la veille d'une compétition ou d'un examen. Puis de parler au jeu, puis de dire je m'inquiète de toi, je veux que tu me donnes quelques minutes. Je sais que ça va être difficile pour toi d'entendre. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, j'ai l'impression que récemment, tu as l'air d'être plus fatigué ou tu as l'air d'être plus en retrait. Ou je remarque que tu n'as pas tendance à manger quand on mange. Puis c'est pas du tout pour te juger, mais je suis inquiète parce que je vois telle chose arriver. Puis j'aimerais ça t'en parler davantage. Est-ce que tu serais ouverte à m'en parler? Puis très souvent, ça va être « Oh, t'es fine de m'en parler, mais j'ai pas vraiment de problème. » Et là, moi, je pense que ça serait important quand même de donner quelques numéros de téléphone, d'envoyer un petit texto. Merci pour la conversation plus tôt. Sache que ça vient vraiment de bonnes intentions ou bienveillance. Voici le numéro de la NEB Québec ou de l'organisme à but non lucratif ou la clinique BACA ou whatever, si jamais tu en ressens le besoin. Puis je suis là si tu veux m'en reparler. Puis si les gens finissent par dire, bien, oui, j'en ai un problème, j'ai besoin d'aide, bien, on les aide. C'est souvent pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils veulent pas être aidés, ils réalisent pas ce qui se passe encore. Dans le quotidien, que ce soit parce que tu reconnais les symptômes chez ton enfant ou en couple ou entre amis, est-ce que t'es mieux de... Tu sais, mettons qu'il y a des restrictions, je sais pas, la personne ne mange pas de patates, là, les affaires en paix, là. C'est de l'aider puis de pas en mettre sur la table ou, à l'inverse, le provoquer un peu. Qu'est-ce qui va être plus aidant? Moi, j'aime pas provoquer sans comprendre que ça fait partie d'un plan de traitement avec une exposition. Parce que dans le fond, on comprend pas la portée de ce qu'on fait. Puis l'idée, pour moi, c'est la conversation est beaucoup plus importante que de mettre des pâtes, du pain puis des patates sur la table. Oui. On a un souper différent, ma chouette. On mange des pâtes avec des patates dedans. Exactement. Hein? Exactement. Mais à l'inverse, j'enlèverais pas les pâtes ou le lait. À l'inverse, ce que je ferais, c'est plus d'être inclusif, de pas être dans le jugement, de pas regarder son assiette s'il y a presque rien. C'est beaucoup plus facile de parler des comportements que des aliments. Parce que je peux vous dire que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, bon, maintenant, je dirais que c'est un petit peu moins vrai parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent des médias sociaux, puis il y a beaucoup d'informations dans les médias sociaux qui sont pas des bonnes informations, versus quand les gens recherchaient plus dans des dictionnaires ou face à des professionnels, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires qui connaissent énormément l'alimentation, les nutriments, peut-être plus que moi. Moi, je suis pas nutritionniste. Les nutritionnistes, ça vient que peut-être pas, là. Ils sont plus calés en termes d'informations qu'ils ont, mais c'est pas un combat qu'on va gagner si on finit par dire, ben là, je te vois aller, puis tu manges pas assez, puis tu continues à bouger, j'ai peur que tu tombes sans connaissance, fait que mange. Ça a jamais une tournure positive. Fait que l'idée, c'est vraiment pas d'être dans la confrontation et essayer de prouver à la personne qu'elle a ces comportements-là, mais plus être dans l'ouverture, dans l'accueil. Puis j'aime ce que tu dis parce que quand ils ont posé la question, moi, je me positionnais et j'aurais beaucoup de misère à approcher quelqu'un comme ça. Ouais. Mais j'aime comment tu l'amènes. OK, avoir une première discussion ouverte comme ça, je suis inquiet pour toi, mais aussi, tu sais, de rabrier avec un écrit, puis j'ai l'impression, tu sauras me le dire, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont être plus à l'aise à parler, puis d'autres de le faire à l'écrit à un moment où ils sont mieux disposés de le faire, mais au moins, il y a une perche de tendu qui est peut-être un peu plus intemporelle quand il y a un écrit où on peut répondre quand on veut. Là. Ah oui, absolument. Puis ce que j'aime des petits trucs où on envoie de l'information par texto, c'est que ils peuvent le garder là, dans leur téléphone, là, cette ressource-là. Ils n'ont même pas besoin de répondre. Puis, à un moment donné, la limite, ils vont être confrontés à une limite. Parce que le trouble alimentaire, c'est comme un trouble de consommation dans le sens où ça va de moins en moins bien jusqu'à ce qu'on arrête les comportements. C'est pas quelque chose qui va se maintenir. Les filles aimeraient bien ça, qu'il n'y ait pas de dépérissement, mais
c'est très rare qu'il n'y ait pas de dépérissement jusqu'à ce que, à un moment donné, ils sont plus capables de se concentrer, ils sont plus capables de courir, ils sont plus capables de faire ce qu'ils pouvaient faire avant. Puis des fois, et même pas des fois, souvent, ce qui est triste, c'est qu'ils vont continuer à se comporter comme avant, mais c'est comme un peu pas le sentiment, mais c'est un peu comme de l'érosion. C'est que souvent quelque chose s'empire simplement parce que ça fait plus longtemps que là, on mange pas assez, qu'on bouge trop, qu'on n'écoute pas son corps. Il y en a même qui vont dire, mais là, j'ai commencé à sentir que je pouvais plus dormir, ou je suis plus capable de me concentrer, ou j'ai plus de tolérance. Fait que j'ai commencé à manger un petit peu plus. Il faudrait qu'ils mangent 4 fois plus, puis ils mangent un tiers de plus. Puis ils vont dire, je comprends pas, maintenant mon corps ne me suit plus. Ils deviennent fâchés contre leur corps. C'est très, très dur. C'est un combat contre soi-même. Et ils finissent par arriver dans nos bureaux parce qu'ils sont plus capables. C'est dangereux, l'anorexie, la boulimie. L'hyperphagie aussi, c'est quelque chose qui entraîne, ça va main dans la main avec la dépression majeure. C'est très dur à vivre, on se sent seul, on se sent honteux, on se sent rejeté par la société, puis c'est plus difficile de bouger. Fait que c'est pour ça que c'est le fun d'entendre parler de personnes qui découvrent la marche ou la course ou un sport ou la danse. On en a, c'est la danse ou faire quelque chose qui nous apporte du plaisir aussi, d'amener l'agréable dans la vie, ça change tout. Mm-hmm. Ce qui est difficile aussi, je trouve, avec les troubles alimentaires, c'est que c'est une dépendance, on devient dépendant du trouble, pas nécessairement de la nourriture, mais soit de la nourriture ou de l'absence de nourriture, puis contrairement à la drogue, l'alcool, la cigarette, tu sais, eux, tu décides d'arrêter d'en prendre. Tu mets un terme, tu fais ton deuil, puis tu vis au jour le jour sans ça. La nourriture, t'as pas le choix de continuer de t'alimenter. Fait que si tu t'alimentes moins, là, il faut que tu t'alimentes plus. Tu peux pas juste décider, bon, ben moi, je mange plus. On va régler le problème. Terminé. C'est ça. Je mange plus. Tu sais, puis même si tu te limites, quelqu'un, je prends, mettons, l'hyperphagie, quelqu'un qui consomme trop. Être dans l'excès. Oui, quelqu'un qui va être trop dans l'excès par rapport à certaines choses. Si tu arrêtes d'en manger, ben, à un moment donné, tu craves puis tu tombes dedans. Oui. C'est difficile, là, comme dépendance, là. Tout à fait. Mais écoute, il y a un revers positif. Moi, je crois qu'un alcoolique, un jour un alcoolique, toujours. Biologiquement, je crois que si tu introduis de l'alcool dans un corps de quelqu'un qui est dépendant de l'alcool, tu auras toujours le même résultat. C'est vraiment ma croyance. C'est la croyance de la majorité des professionnels qui travaillent en toxicomanie. Mais c'est pas la même chose pour les aliments. Comme tu es obligé, tu es confronté plusieurs fois par jour à la substance qui te rend malade, tu peux donc changer ta relation avec la nourriture et t'en rétablir complètement. Moi, ma mentor, c'est une Américaine, elle s'appelle Caroline Costin. Et puis, c'était une des premières pionnières qui parlait de son propre établissement complet dont elle s'est rétablie et elle est devenue professionnelle dans ce domaine. Et puis, initialement, moi, c'est à travers elle que je voyais des succès de personnes qui étaient très malades, qui, au bout du compte, se rétablissent. Ça prend beaucoup de temps d'être complètement rétabli, mais c'est une possibilité. Ce qui est différent d'un héroïnomane, par exemple. Comment on sait qu'on est rétabli d'un trouble alimentaire? Très bonne question. Ça prend du temps. Moi, je pense premièrement que les étapes du rétablissement, il faut sortir du déni, il faut s'exposer aux comportements qui nous font le plus peur. Il faut retrouver une relation, retrouver ou découvrir ou développer une relation avec son corps où on se sent au moins qu'on a une neutralité par rapport à notre corps puis qu'on ait une compassion face à qui on est. Et il faut qu'on arrive à travailler des enjeux qui sont plus profonds, soit que ce soit des traumas ou, par exemple, je parlais de beaucoup de personnes qui ont des troubles anxieux. Il faut travailler le trouble d'anxiété en plus du trouble alimentaire. Puis après ça, c'est le temps. C'est qu'une fois que tu as réintégré les aliments interdits, que tu as appris à... Parce qu'au début, quand tu es en restriction alimentaire, il faut que tu manges de façon mécanique. Tu peux plus faire confiance à ton corps. Ça, c'est dur, dur. Parce qu'on parle beaucoup d'alimentation intuitive, mais pour les gens qui, finalement, en mangent si peu, ben, ils ont comme entraîné leur corps à manger
trop ou pas assez ou de façon trop limitée. Alors, il faut manger assez, puis il faut contrer comme le sentiment de satiété. C'est très dur, mais il faut, pour se rétablir complètement, on va vers l'alimentation qui est plus intuitive. Alors, quand tu vois que tu arrives à manger ce que tu aimes, d'arrêter d'en manger quand tu n'as plus faim, des fois, tu te permets plus de choses c'est une dent sucrée, tu peux t'en permettre, mais tu vas aussi manger toutes sortes de choses qui sont reconnues dans le monde plus, pas naturel, mais dont on se parlait tout à l'heure, presque l'orthorexie, des choses qui sont plus santé. C'est une composante de tout et qu'on ne se sente pas coupable quand on mange, qu'on arrive à accepter son corps. Mais qu'on soit aussi capable, c'est pas la perfection, le rétablissement complet, sinon personne ne serait rétabli complètement. Tu sais, c'est l'idée que tu peux regarder une photo de toi puis pas t'aimer puis que ça prenne pas toute la place dans ta tête pendant 3 jours. Tu sais, tu dis, OK, c'est pas le meilleur angle. Moi, souvent, je dis, non. Peux-tu monter ton téléphone? Moi, mes enfants, ils me disent, yes, mom, on va monter le téléphone parce que j'ai un peu moins de double menton, alors je préfère cette photo-là. Ça veut pas dire que c'est alimentaire, mais c'est ça. Ton ami plutôt que si tu te poses la question, c'est probablement qu'il y a une composante, il y a quelque chose. Oui. Mais est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait donner, ou pas de là à faire un questionnaire d'autodiagnostic, mais surtout, je comprends, mettons, anorexie, boulimie, hyperphagie, ça va, mais dans l'orthorexie, je trouve que la ligne est peut-être difficile à savoir, est-ce que ce que je fais, c'est adéquat? Quand est-ce que c'est préoccupant? Quand est-ce que c'est alarmant? Puis, c'est quoi mes options? Bien, je pense que la question doit se poser, est-ce que ça m'empêche, est-ce que mes comportements alimentaires ou mes obsessions m'empêchent de faire des choses que j'aime ou des choses qui sont importantes dans ma vie? Alors, si par exemple, tu vois que tu peux jamais aller au resto avec tes amis, si tu vois que dans le fond, il faut toujours que tu amènes tes aliments à Noël ou à l'Action de grâce, si tu peux pas partir en voyage sans ta balance, si de courir ou ton activité physique, si ça t'empêche tout le temps, je dis tout le temps, pas des fois, c'est un choix de vie. Moi, j'adore chanter dans la vie, fait que je veux dire, je peux prendre du temps pour chanter, puis je suis pas avec mes enfants, c'est correct, là. Mais est-ce que, dans le fond, notre relation avec la nourriture, l'activité physique, les aliments, le corps, est-ce que ça nous empêche de faire des choses qui autrement seraient plus saines pour nous dans notre vie? Tu sais, des fois, j'utilise, il y en a plein qui vont dire, mais Tania, pourquoi on est obligé parce qu'on a des repas, par exemple, on a des repas où ils ont on appelle ça les challenge meals à la clinique. Alors, on a des repas, là, on a changé un petit peu le terme parce que Tania, tous les repas sont éprouvants à bac-à. Mais on a une journée plus take-out où c'est comme de la nourriture de A&W, par exemple, McDonald's. Ils nous demandent, mais pourquoi on est obligé de manger comme ça? Puis notre réponse, nous, c'est pas que tu es obligé de manger comme ça souvent dans ta vie. Mais si tu t'en vas en avion ou si tu t'es arrivé à une amie cliente récemment, là, elle est partie à l'aéroport où elle était, il y avait comme 2 petits cafés, il y en a un qui était fermé, il y avait plus de sa nourriture, en tout cas, elle a pas pu s'alimenter pendant comme 9 heures. Parce qu'elle avait pas amené des choses, il y avait pas ce qu'il était, elle a donc eu faim, mal à la tête, quand tu souffres d'anorexie, au début, quand tu es dans le processus de rétablissement, c'est super important de ne pas sauter de repas, de vraiment manger, de suivre ton plan alimentaire. Parce que chaque fois que tu sautes des repas, ça donne du pouvoir à la voie restrictive. Alors l'idée, c'est que si tu t'en vas à Toronto, puis toute la famille arrête, puis il y a juste un McDonald's, tu vas manger parce que tu as faim, puis peut-être que tu en mangeras 3 fois ou 2 fois dans l'année, mais la nourriture n'a pas plus de pouvoir sur toi que toi tu en as. Alors, si tu vois que dans le fond, il faut que tu organises ta journée ou tes plans ou ton marché, on avait une cliente à un moment donné qui acceptait seulement d'acheter des aliments dans certains magasins, mais certaines petites épiceries fines,
Mais là, quand il était fermé, c'est pas comme des supermarchés, c'est pas ouvert tout le temps, etc. C'était tellement prenant pour elle. Toute la semaine, à tous les jours, fallait qu'elle aille à telle place, fallait qu'elle aille à telle autre place. Elle avait plus de temps dans sa vie. Fait que c'est vraiment, qu'est-ce que ça vous coûte en temps, en inquiétude, en espace dans votre tête? Ça, c'est un problème. Mais tu sais, si tu fais partie d'une gang de monde qui, tu sais, j'imagine qu'il y a beaucoup de coureurs qui font attention à ce qu'ils mangent parce que c'est important pour eux, qui n'ont pas de troubles alimentaires, puis qui se tiennent tous ensemble, ils vont souper chez l'un et chez l'autre, puis les repas se ressemblent, puis il n'y a pas de problème. T'as le choix, t'as le droit d'être végétalien puis de pas avoir de troubles alimentaires. Mais si tu es en sous-poids, sur le plan médical, c'est dangereux. Si tu n'arrives pas à manger avec d'autres, si ça t'isole, si ça prend énormément de temps de ta vie, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça la vie que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu es en train de manquer? J'en ai parlé dans des épisodes récemment, justement, de ça. Puis, tu nommais en début d'épisode que de ne pas être choisi à l'école, puis que c'était pas le fun le sport. Puis, moi, ça, j'en étais. Puis, vraiment plus tard, ça a été dans ma vie adulte où j'ai perdu quand même beaucoup de poids. Et puis, mais écoute, je t'écoute, puis je pense que j'ai une relation saine avec la nourriture aujourd'hui. Puis les gens, c'est drôle parce que quand ils voient, je suis plutôt investi dans la course, je fais quand même globalement attention à ce que je mange. Nécessairement, j'ai fait des bons choix pour arriver à ce stade-là, pour arriver à un poids puis un corps qui me satisfait. Mais les gens me disent tout le temps, ah, on sait bien, toi, tu manges pas de poutine, puis tu manges bien, puis tout. Hey, non, j'adore ça, là, puis comme tu dis, là, je m'en permets, puis pas juste parce que je suis pris pour en manger, parce que de temps en temps, j'en ai envie, j'en ai le goût. Fait que je suis pas dans quelque chose de très strict. Je suis capable et à l'aise et j'ai envie de le faire, mais ça s'inscrit dans ma vie, puis ça fonctionne bien, là. Oui, absolument. Absolument. Puis, je pense que la clé de ton succès, c'est que quand ça te tente de la manger, ta poutine, tu la manges. Donc, t'es pas en train de te restreindre complètement. C'est important pour toi, si ça te tente. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'ils ont été au cinéma, leur petite victoire, c'est qu'ils ont mangé du popcorn au cinéma. Parce que ça leur tentait. Moi, je suis là, yes! J'étais tellement contente. Parce que il y avait le goût, ils en ont mangé. Elle sait même pas combien elle en a mangé. Ça, c'est un signe pour moi que ça va mieux. Fait que si tu la veux, ta poutine, tu la manges. Mais, il faut vraiment être clair de ne pas avoir un trouble alimentaire. On n'a pas nécessairement un trouble alimentaire si on fait des choix qui sont importants pour nous, pour la santé, puis qu'on mange des aliments, j'oublie toujours en français, whole foods, des aliments qui sont... où il y a, entiers, frais. Oui, entiers et frais. C'est un peu ce qui est préconisé maintenant de toutes les écoles. Il y a différentes écoles par rapport au gluten, par rapport aux produits laitiers, mais tout le monde s'entend que s'il y a moins d'aliments transformés, que c'est plus de la souche pure. Les aliments, c'est sain. C'est correct. Vous avez le droit de manger comme vous le souhaitez, mais il faut comprendre, est-ce que vous mangez comme vous le souhaitez ou parce que vous sentez prisonnier d'une espèce de rituel dans votre tête ou de restrictions dans votre tête qui vont trop loin. Puis un autre petit flambeau rouge, là, c'est un red flag. Si plusieurs personnes vous approchent, puis vous disent, es-tu correct? Il me semble que tu manges pas beaucoup, on est inquiet. Ça, pour moi, il faudrait se poser certaines questions parce que les gens qui nous aiment, qui nous entourent, s'il y en a plusieurs qui s'en font pour nous, ça vaut la peine d'investiguer davantage. Quand on nous aime, c'est pour les bonnes raisons, puis peut-être qu'on se trompe, mais j'aimerais mieux qu'on se trompe, qu'on passe à côté, puis que ça prenne 1 autre 2 ans avant de consulter, puis finalement, le trouble alimentaire a pris beaucoup de puissance et de pouvoir. Tu dis consulter, mais c'est quoi les ressources qui sont accessibles, vers où les gens peuvent aller pour avoir soit de l'information de qualité ou là, je suis prêt, je suis mûr, j'ai besoin de quelqu'un. C'est quoi les ressources qui existent?
Il y a l'ANEM Québec, qui est un organisme à but non lucratif, qui a une ligne d'écoute qui offre la ligne d'écoute, mais des groupes également à but non lucratif, donc gratuits à travers la province du Québec. Il y a l'Arrimage, il y a la Maison L'Éclaircie, il y a différents, si vous allez sur le site de BACA, de la clinique des troubles alimentaires BACA, qui est ma clinique. Moi, ma clinique, c'est une clinique privée, donc pour consulter psychologues, nutritionnistes, médecins, travailleurs sociaux, etc. Là, vous pouvez venir, ça nous ferait plaisir. On téléphone, vous pouvez téléphoner pour avoir des informations. On a sur notre site internet des ressources, mais les ressources gratuites sont habituellement des organismes qui vont avoir des lignes d'écoute, qui vont offrir des groupes d'entraide, mais c'est pas nécessairement des endroits où il y a des psychologues ou des psychothérapeutes ou des nutritionnistes spécialisés pour vous accompagner individuellement. Puis quelqu'un qui serait pas, parce que vous êtes situé à Montréal, quelqu'un qui serait ailleurs, est-ce que tout simplement d'aller vers un psychologue ou un thérapeute, c'est déjà une première bonne approche ou il faut vraiment y aller vers quelqu'un qui est spécialisé en troubles alimentaires? Ouf, c'est une super bonne question. C'est mieux d'avoir quelqu'un que d'avoir personne. Il y a plusieurs endroits qui font du en ligne maintenant, dont notre clinique et d'autres cliniques. Ça dépend vraiment si vous évaluez que la problématique du trouble alimentaire est au premier niveau, puis s'il y a une sévérité. Plus le trouble est sévère, plus il y a des complexités, plus c'est important d'être vu par des spécialistes. Plus, tu sais, si on se pose une question ou des questions, mais on pense pas qu'on a vraiment un trouble, mais on se demande, quelqu'un qui est peut-être plus généraliste pourrait vous aiguiller. C'est mieux de consulter que de ne pas consulter, selon moi. Y a-tu des spécialistes en particulier, là, tu sais, quelqu'un on serait pas au premier niveau, là, dans plusieurs niveaux, là, puis là, les règles sont inexistantes, puis il y a une très grande perte de poids. Est-ce que, mettons, dans votre clinique à vous, il va y avoir des psychologues, il va y avoir des médecins, est-ce qu'il y a des tests qui vont être passés spécifiques? Ah, puis j'aurais dû parler des hôpitaux pédiatriques aussi. Il y a quand même la médecine d'adolescence dans la majorité des hôpitaux pédiatriques. Le Douglas aussi offre des services, mais ça prend, il y a quand même des listes d'attente importantes. Oui, moi, ma clinique, c'est une assez grosse clinique. On est une trentaine de professionnels. Alors, habituellement, il y a comme une porte d'entrée, dépendamment si c'est des ados, ils sont vus par moi ou par notre chef thérapeute familial. Puis notre approche, elle est très familiale. Alors pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'accompagner les personnes à la fois sur le plan de l'alimentation, à la fois sur le plan de la psychologie, à la fois sur le plan des familles. Si les gens ont des troubles qui sont plus sévères, ils passent aussi par moi ou ils sont en évaluation psychologique. Et là, de là, on va déterminer s'ils voient notre médecin, qui est couvert par la RAMQ, si ils ont besoin d'un suivi nutritionnel. Habituellement, notre approche est vraiment interdisciplinaire ou au moins, il y a quelqu'un qui travaille l'alimentation. Pas juste, voici le guide alimentaire canadien. C'est plutôt, c'est quoi le blocage? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est pas... c'est vraiment comme une coach nutritionnelle pour comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que tu as de la difficulté à mettre en application des choses qui seraient plus saines objectivement pour toi. Puis le volet psychologique, c'est comprendre c'est quoi les enjeux plus profonds qui ont contribué au développement puis au maintien du trouble alimentaire. Puis le médecin, eh bien, c'est vraiment une question de santé, voir c'est quoi, où en es-tu. Puis habituellement, l'évaluation médicale, ça détermine la rapidité à laquelle on doit intervenir sur le plan du symptôme. Puis on a beaucoup de groupes en ligne, en personne, on a un programme intensif, des gens qui viennent manger 3 fois par jour à la clinique du lundi au vendredi, avec des groupes, des gens qui sont proches de l'hospitalisation ou qui n'ont pas de place en hospitalisation encore. Mais c'est pas nécessaire d'avoir toutes ces ressources-là pour être bien aidé. Je pense qu'il faut vraiment, quand on identifie qu'on a un problème, c'est d'essayer d'avoir un rendez-vous le plus rapidement possible, d'exposer ce qu'on considère qui est le problème, d'être le plus honnête possible dans votre démarche. Puis si vous sentez qu'il y a un bon fit, un bon match, ça c'est toujours bien. Puis la majorité des professionnels mais qui sont pas spécialisés, bon, nous on en a par exemple qui font nos formations, puis ils sont bienveillants, ils sont allumés par rapport à la problématique des troubles alimentaires, mais quand ils voient que le trouble est trop sévère, ou par exemple, la population, les athlètes et les troubles alimentaires, ça c'est une surspécialité. Les enfants, les ados avec les troubles alimentaires, c'est une surspécialité.
il y a une manière qu'on travaille avec les athlètes qui est différente que la population générale. Alors, les professionnels, souvent, vont se dire, OK, là, on t'a amené jusqu'à tel point, mais on voit qu'on atteint notre limite, il faudrait que tu vois quelqu'un qui est plus spécialisé. Je pense qu'on a fait grand tour. Est-ce qu'il y a des zones ou des sujets ou des sphères où tu aurais voulu nous partager ou pour toi, là, on a fait le tour de la question? Je pense qu'il faut garder espoir. Moi, c'est pour ça que j'ai nommé mon livre L'espoir à table. Je sais pas parce que je veux être trop positive, mais je crois vraiment au rétablissement des personnes, au mieux-être des personnes qui viennent nous consulter, pas juste nous, au rétablissement du trouble alimentaire en soi. Ça peut être très décourageant quand on est en sous-poids, quand on surinvestit l'activité physique, quand on mange pas assez. Le lobe frontal est affecté, on pense plus de la bonne façon. Alors, il faut comprendre que notre corps, notre psychologie est affectée quand on a un trouble alimentaire et souvent, ça nous décourage, on pense qu'on pourra pas s'en sortir, on comprend pas la façon d'aller de l'avant. Fait que simplement de dire que c'est un trouble comme un autre qui prend du temps à se rétablir, c'est compliqué, ça peut être difficile, mais c'est tellement faisable puis ça en vaut la peine. Ça, c'est important pour moi de le dire. Mais merci de ton message. C'est justement un beau message d'espoir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur comment pouvoir bien aider quelqu'un si j'ai des doutes, quelqu'un à qui je tiens puis que je veux le guider là-dedans. Bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je voulais revenir sur ton livre. Je crois que je vais aller me l'acheter. J'ai lu l'extrait, en fait. Puis ce que je trouve, c'est que c'est écrit avec une douceur. Ouais. Puis juste les lignes que j'ai lues, je trouvais que c'était enveloppant, c'était réconfortant. Fait que pour des personnes qui auraient envie de lire le livre de Tania, L'espoir à table, outils pour affronter les troubles alimentaires. Puis on va le mettre aussi en note d'épisode. Ah ben merci beaucoup, c'est super gentil. Tania, t'aurais-tu une plug pour les auditeurs? Bien, merci d'avoir parlé de mon livre. Puis, allez voir notre site internet Clinique des troubles alimentaires BACA. Super. C'est tout. Donc, sur ce, Tania, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? De prendre soin de soi puis d'aller courir. C'est ça, bonne force. Excellent. Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Ta caillette, laisse-nous un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.